Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci d'être dans ce salon de la femme, salon des jeudis soirs, pour discuter des défis et des réussites de la femme. Ce soir, dans la foulée de la célébration du 8 mars, nous célébrons encore les femmes. C'est spécialement en fait le bureau Togo du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a choisi de célébrer les femmes avec nous ce soir. Des femmes déplacées, des femmes réfugiées qui, même loin de chez elles, ne peuvent pas ne pas impacter leur entourage, mais pas que, d'autres femmes togolaises également qui, dans leur milieu originel, savent aussi se faire démarquer des autres. Des femmes qui savent prendre la forme de l'eau et jouer le rôle qui est le leur ici-bas. Ce ne sont pas que des femmes voilà, résilientes d'ailleurs qui sont célébrées ce soir, ce sont toutes les femmes qui se battent sur quelque terrain que ce soit. Merci donc de suivre cette discussion de ce soir. La femme qui impacte ici et ailleurs, leadership toujours. Et au-delà de nos échanges, ce soir, nous remettrons des trophées à des visages qui, pour certains, vous seront peut-être anonymes, mais qui abattent un travail formidable sur le terrain. Merci de rester avec nous. Et merci de nous suivre en direct sur la télévision togolaise ou encore sur l'application TVT Live ou sur la page Facebook de votre émission, page sur laquelle vous pourrez laisser vos commentaires, vos suggestions, vos témoignages de femmes impactantes dont on ne parle pas toujours. Ou alors, vous nous envoyez un WhatsApp simplement au 70 46 46 37. Mais d'abord, comme tous les jeudis, nous avons voulu savoir ce que vous pensiez du sujet. Alors, Eddige Attaque Bassabi vous a posé la question de savoir ce que vous pensiez de la situation de la femme déplacée, de la femme qui est loin de chez elle. On suit vos réactions et on revient juste derrière pour vous présenter les invités de ce soir. À tout de suite. La vie est très difficile pour les femmes réfugiées ici au Togo. Ils n'ont pas de boulot. Donc il y a d'autres qui font de la prostitution. Il y a d'autres qui cherchent au moins à avoir quelques boulots pour travailler, au moins pour avoir quelque chose à manger. Femme réfugiée au Togo doit être travailleuse. C'est à mon avis, si elles n'ont pas une occupation, elles seront dépendantes de l'État et ce sera une charge pour l'État. Et au cas où elles n'ont pas d'occupation, elles seront obligées de se livrer à l'activité sexuelle qui n'est pas tellement un travail fiable. D'une façon générale, les réfugiés, que ce soit étrangers ou pas, ils cherchent à travailler, surtout les travaux où nous autres, les nationaux, nous ne voulons pas faire. Autrement dit, je débrouille. Pas nécessairement dans la fonction publique ou alors dans un bureau. Les femmes réfugiées qui sont chez nous au Togo, nous avons pitié d'elles et nous voudrons que le gouvernement n'a qu'à jeter un coup d'œil favorable sur eux pour les aider. Parce qu'un jour aussi, on peut être réfugié à quelque part. Elles viennent d'arriver et elles n'ont pas de contacts avec les gens. Donc ça serait difficile pour eux. Parce qu'en tant que Togolais aussi, nous souffrons et pour leur cas, c'est encore pire. Donc, alors, c'est les idées que globalement vous vous faites de la femme réfugiée sous nos cieux. Vous allez découvrir ce soir d'autres visages de ces personnes-là. Ces femmes qui impactent, comme je l'ai dit, leur milieu. Au Togo, on a environ 12 000 réfugiés qui vivent. Et heureusement qu'il y a un bureau du HCR qui s'occupe donc de protéger les droits fondamentaux et le bien-être de ces personnes qui les occupent, qui les accompagnent à rechercher des solutions durables à leur situation dramatique, de les aider à rentrer chez elles ou alors à s'installer mais convenablement dans un pays. Et pour celles qui sont installées au Togo, vous allez découvrir leur belle histoire. Je m'en vais vous présenter nos invités de ce soir. Je vous présente d'abord Madame Aurore Mboneko. Oui. Bah, je l'ai fait la gaffe là encore. Je craignais bien de la faire, mais je suis désolée. Madame Aurore Mboneko, vous êtes réfugiée rwandaise au Togo. Oui, vous y êtes depuis combien d'années? Ça fait, il faut que je compte là. C'est pas hier. Non, c'est pas hier. Bah, c'est avant-hier, depuis 98. Ah bah, vous êtes chez vous maintenant. Vraiment. Vous êtes étudiante? Étudiante, oui. C'est cela, en sciences de l'éducation. En sciences de l'éducation en lycée à l'université de Lomé. C'est cela. Merci de partager le salon de la femme ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Je suis honorée.
Je vous en prie. On va dire bonsoir à Madame Patience Annexon. Bonsoir. Vous êtes réfugiée centrafricaine, juriste de formation. Oui. Et vous êtes chez vous ici au Togo depuis combien d'années? Le 19 octobre 2014. C'est cela. Ouais. Vous allez nous raconter votre expérience. Hein. Et pourquoi le HCR vous a choisi pour venir parler au nom des autres femmes ce soir? C'est sans doute parce que oui, une certaine aura, un certain leadership, ce dont on parle ce soir. Merci donc de partager le plateau. Merci. Si elles sont loin de chez elles, elles arrivent à impacter autant leur milieu, elles arrivent à se démarquer. Imaginez, celle qui, dans son milieu, elle est engagée pour défendre une cause pour laquelle elle est passionnée. Madame Salomé Abalodo, merci d'être là. Vous nous venez de la région nord du Togo, de Pagouda, c'est dans la région de la Kara. Vous êtes entrepreneur agricole. Et vous faites quoi précisément? Je suis dans la production du riz. Production du riz? Oui, oui. On produit du riz à Pagouda? Oui, bien sûr. Et puis, disons, je me suis déplacée un peu dans la préfecture de Dangben pour gagner un peu plus d'espace. Oui, dans la Bina, bon, il n'y a pas assez de terre, donc là aussi, j'ai pu m'adapter au milieu. C'est ça. Oui. Donc, vous êtes comme une personne déplacée, d'un milieu à un autre. Voilà. Mais bon, mais quand même plus proche de chez vous. Oui, que... bien sûr. Voilà. C'est là la différence. Ce déplacement ne vous a pas empêché non plus de vous démarquer. Vous nous raconterez votre histoire. Vous partagerez avec nous les armes que vous avez, hein, que vous cachez en vous et qui vous permettent autant de faire ce que vous faites pour que nous puissions vous emboîter les pas également. C'est cela. Et Madame Raissa Amiko, bon, désolée, prise sur le pied levé, mais bon, merci d'être notre spécialiste genre de ce soir. Comment vous allez? Vous allez bien. Qu'est-ce que vous pensez? Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous pensez globalement de la situation de la femme au Togo, vous? Bonsoir Lise, bonsoir tout le monde. Oui, la situation de la femme au Togo. Bon, s'il faut remonter rapidement, retracer le contexte, il faut dire que on n'est pas sans savoir que les femmes représentent presque 52% de la population. Oui. Elles sont très actives, que ce soit dans l'agriculture, dans l'économie, dans la vie active. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les femmes sont reléguées souvent au second plan. Même si ces dernières années, ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'efforts, de réformes où les femmes ont des postes décisionnels. On a vu le banc que le Togo a fait. Donc il faut dire que la situation de la femme, c'est vrai, comme le montre dans la sous-région pratiquement, la femme est exposée à des inégalités liées au genre. Mais au Togo principalement, pour dire que ces dernières années, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour que cette situation puisse changer. Voilà ce que je peux dire pour introduire. Je crois que quand on sera dans le plein point du débat, on pourra toujours en parler. Ouais. Alors, quand on parle de leadership, qu'est-ce que cela vous inspire? Leadership de la femme surtout. Oui, bon, c'est cette capacité de la femme à pouvoir drainer, à pouvoir mener, à pouvoir influencer, à pouvoir inspirer, à pouvoir guider d'autres femmes autour d'elle pour des causes ou bien pour des combats, pour des idéologies, bien dans des milieux donnés, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la vie sociale, même dans la vie de tous les jours. Ces femmes qui se démarquent de plusieurs manières par leurs activités, leurs idéologies, leurs combats, etc. Voilà ce que je peux dire. Alors globalement. Vous, dans quel domaine est-ce que vous pensez que vous inspirez? Parce que je sais que vous inspirez plein de personnes, plein de jeunes filles. Il suffit de faire, entre autres, un tour sur Facebook et de voir c'est qui Raissa Amiko. Tu as fait de belles enquêtes, la Lise. Oui, moi, bon, je me suis positionnée dans le domaine de leadership féminin, justement. Oui. Je me suis positionnée comme une référence pour les jeunes femmes, pour les jeunes filles, à ce qu'elles puissent réaliser leurs visions, leurs rêves. Voilà un peu mon. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les inspirer, pour les guider? Vous partagez vos expériences de vie, vos vécus, vous les conseillez, vous les accompagnez, comment? Il faut dire qu'il y a tout un mécanisme que nous avons mis en place. Il y a une association que j'ai créée en 2017 qui n'a été que la formalisation de tout ce que j'ai mené comme activité depuis que j'étais enfant. Il y a toujours des groupes de jeunes filles, de filles autour de moi. Donc, à travers cette association, nous accompagnons, nous formons, nous équipons
les filles à ce qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Et il y a principalement une école que j'ai créée, que j'appelle l'école de vision. Voilà, entre autres. Après ça, il y a d'autres mécanismes dans le social, dans l'économie, mais tout tourne autour de la vision. Je crois que tout au long de l'émission, on pourra revenir. On en parlera. Voilà. À part les motivations que j'essaie de faire sur Facebook et sur les autres réseaux. C'est cela. Voilà. Merci de partager le plateau. Merci. Elle a dit que c'est depuis toute petite que ça a commencé. Je présume que pour vous toutes, il y avait toujours cette petite flamme en vous, Madame la juriste. Oui. Ouais. C'est à peu près la même chose parce que, au fait, j'ai été élevée par un prêtre suisse qui m'aimait beaucoup. Donc, bon, déjà à l'âge de 8 ans, il m'aidait déjà à diriger des petites filles de mon âge. Et à 8 tout. ans? Oui, à 8 ans. Ça? Oui. on organisait des scènes et tout. Et quand tu gagnes, ils te donnent un peu de cadeaux, ainsi de suite, quand tu atteins un certain niveau et tout. Et puis bon, j'ai grandi comme ça. Et après, je me suis retrouvée à la jeunesse en mission, tout en poursuivant mes études. Et puis, j'étais bien encadrée et tout. Donc, et ça a été toujours comme ça. Et, chez moi, j'ai été toujours comme ça aussi parce que bon, je dirigeais plein de trucs, plein de gens et tout. J'aidais ceux qui ont des difficultés, surtout les femmes, les filles, les jeunes filles qui sont là pour aller dans les boîtes de nuit, qui ne veulent pas aller à l'école. Je les prenais, je leur donnais des conseils et tout. J'essaie de les aider, de les occuper. Parce que bon, si tu veux pas que quelqu'un mène une vie désagréable, il faut savoir, oui, l'aider, l'occuper, il faut savoir l'aider à changer de mentalité et tout. Bon, au fait, c'est ce que je faisais. Alors, à quel moment est-ce que vous avez eu conscience du leadership féminin, que vous exerciez peut-être une influence sur quelqu'un ou alors sur un groupe de personnes? Ça date plus de, je peux dire, plus de 15 ans, plus de 18 ans. Parce que quand j'étais chez moi, encore à Bangui, au fait, j'étais entre 3 milieux. D'abord, j'étais dans un lieu public parce que j'avais des choses. Par exemple, je n'ai jamais fait de la coiffure ni de la couture, mais j'ai créé ces choses-là, des ateliers dont je prenais des filles qui savent le faire, bon, et puis je leur disais, bon, après avoir enlevé les dépenses et tout, donc je te donne 3%, je gardais le quart pour mettre à la banque. L'esprit business qui était aussi là, c'est tout. C'était comme ça, oui, c'était comme ça. Oui. Et puis après, bon, j'étais avec le BONUCA, le Bureau d'observation des Nations Unies pour la République centrafricaine. J'avais gagné la confiance. J'étais aussi près du chef d'État, le défunt Feu Patassé. Tous ces gens me connaissaient, donc j'avais tellement une influence. En même temps aussi, bon, je ne peux pas les appeler des ennemis, les opposants aussi. Oui, les adversaires. Oui. Tout le monde venait chez moi. Donc je me suis retrouvée c'est social, le social n'a pas au milieu. Et je gérais ça. Je ne suis pas là pour papoter de gauche à droite et tout. Et ça fonctionnait. Et chacun venait, bon, les Libyens, tout le monde, les forces internationales. Je suis vraiment connue. Donc, je gérais ça comme ça. C'est cela. Alors, tout de suite, vous allez me raconter dans la suite de l'émission, quand ça s'est gâté, comme on dit vulgairement, et que vous étiez obligé de quitter votre pays, toutes les appréhensions que vous auriez pu avoir, vous les partagerez avec nous. Et comment vous les avez surmontées également, vous les partagerez avec nous. Le temps juste de demander à Madame Aurore Mboneko. J'y arrive. C'est pas compliqué là. Hein? Pas du tout. De me raconter son histoire également. Bon, la plus grande partie de mon histoire, je l'ai vécue ici. Ça fait déjà un bout de temps que je suis là. Et donc, bon, leadership féminin depuis le jeune âge, oui, un peu dans l'âme. Je peux le dire ainsi, dans l'âme. Maintenant, des activités à l'école. Bon, mon cursus était
assez exemplaire et donc, de fait, j'avais une influence sur mes camarades de classe, naturellement. Elle dit de fait, c'était tellement évident. C'est quand même moi, Aurore, quoi. C'est de fait. De fait, parce que quand on est bon élève, c'est nos meilleurs élèves de sa classe. On impacte. Naturellement, on impacte, ne serait-ce que par les résultats scolaires qu'on produit. Donc, c'est en cela que je dis de fait, c'est pas autre chose. Non, je rigole. Donc, bon, il y a un parcours scolaire assez exemplaire. Déjà le parcours scolaire qui inspire. Oui, qui inspire. Oui. Donc, les personnes qui étaient autour de moi, pas que les filles, hein, pas que les filles, mais aussi les garçons. Oui, parce que le leadership féminin, c'est le leadership mené par la femme pour impacter pas que sur les garçons, mais sur toute la cité, pour tout l'entourage. Exactement. Oui. Donc, mes camarades de classe, mes camarades d'école, tous, bon, plus ou moins me connaissaient, parce que voilà. Là, ils doivent se dire, ah, Aurore, voilà, Aurore. Elle mérite bien d'être là-bas et de parler de leadership. Merci bien. Et donc, dans la suite, après, j'ai eu à participer à des associations, à entrer dans des associations, à militer dans ces associations-là. Et au lycée, j'étais en seconde, je pense, avec un ami, aussi de nationalité rwandaise. On a mis sur pied une association groupe culturel, plus précisément, qui aidait à, comment dirais-je, à la conservation ou à la sauvegarde de la culture rwandaise à l'étranger, ici au Togo, à l'étranger pour nous. Pour les jeunes surtout, parce qu'il y en avait beaucoup qui ne la connaissaient pas, qui ne comprenaient pas beaucoup les choses. Donc c'était quand même un creuset que vous formiez pour partager, pour initier ceux qui ne connaissent pas, les plus jeunes. Oui, les plus jeunes qui ne connaissaient pas. La langue d'abord, et ensuite les danses, après les proverbes, tout un tas d'éléments culturels. Donc on a mis sur pied cette association-là. Pendant un temps, j'en étais la responsable première. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte voilà, que j'étais quelque part une référence. Je m'en suis rendu compte, en fait. C'est pas comme si vous aviez programmé de faire ça, mais ça vous est tombé dessus, comme ça, c'est arrivé. Je le faisais naturellement sans en avoir conscience. Voilà. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, je m'inscris dans le plein pied, je m'inscris dans ce thème de leadership féminin. Je suis à l'époque, je le suis toujours, hein, une jeune femme, justement. Une jeune femme qui, parce qu'elle fait petitement, bien sûr, mais qui, derrière, inspire les plus jeunes, inspire d'autres personnes autour. Ce n'est pas nécessairement grand, mais c'est un début, en fait. Il faut commencer par quelque part. Modeste, quand même. Quand elle dit que ce n'est pas nécessairement grand, ça doit être forcément grand. Ça doit forcément être grand. Merci. Merci. On dirait, quand vous êtes... vous deviez être très jeune quand vous étiez arrivé, plus jeune que ça quand vous étiez arrivé ici. Donc peut-être pas forcément la mesure d'apprécier le nouvel environnement, peut-être les défis auxquels vous vous confronteriez, je ne sais pas. On en reparlera. D'accord. On en reparlera. On va découvrir l'histoire de notre agricultrice de Pagoudar, Madame Abaloto. Alors vous, la terre, la femme, la terre, et puis entrepreneuriat agricole. Oui. Bon, c'est pas comme si c'était... On en rencontrait 13 à la douzaine. Hein. Non, non, c'est... c'est pas commun. Ah oui, merci. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie de partager mon expérience ici, sur ce plateau. Ce n'est pas si facile que ça, mais ce que, effectivement, on se découvre au fur et à mesure qu'on avance. Donc, à la base, vous avez fait pourquoi? Oui, en fait, ma formation, c'était en comptabilité et informatique. Et dans le souci d'aider mes parents qui étaient âgés, donc tous les enfants sont partis. Moi, je suis 7e sur 8. Je suis rentrée à la maison, donc il fallait faire quelque chose. J'ai servi dans une microfinance. Et de là, après vos diplômes en ville? Oui. Les parents étaient restés au village? Oui, oui. Vous êtes sacrifié pour aller rester chez les parents? C'est ça. Qui étaient des agriculteurs, je présume? Pardon? Qui étaient agriculteurs, qui travaillaient la terre ou comment? Non, bon, en fait, mon papa était fonctionnaire de l'État, il est retraité. Bon, il est malade, maman aussi malade, personne avec eux. J'ai trouvé que c'était bien
qu'un de leurs enfants soit avec eux. Donc, ils seraient en sécurité comme ça. Je suis allée servir à une microfinance sur la place. Puis après, bon, le revenu, c'était pas ça. Donc, dans l'ambition... Bon, micro-revenu, j'imagine. Pardon? Dis micro-revenu. Effectivement. Alors, j'ai cherché quoi faire. Mon papa, effectivement, il aimait l'agriculture, puisqu'il était à l'époque chef secteur. Il a travaillé, il a mis en place des projets agricoles pour aider les jeunes élèves qui vont faire de métayage. Ils gagnent de quoi mettre dans la poche durant la semaine. Donc, il a laissé des terres. Ce n'est pas si grand, mais bon. Je suis allée approcher les services ICAT pour voir si je dois exploiter 1 hectare de maïs, riz et consorts. Qu'est-ce que ça peut me donner comme... Voilà. Donc, ils m'ont fait un truc, comment ça s'appelle, un compte d'exploitation. Et là, c'est l'Institut de conseil d'appui technique. C'est ça. Voilà. Donc là, quand j'ai vu le compte d'exploitation, j'ai dit, tiens, c'est mieux de m'engager là que de rester attendre à la fin du mois les miettes. Et puis en plus, je n'avais pas assez de temps pour mes parents. Quand je veille, il faut attendre les collectrices et puis faire la situation avant de rentrer. Je rentrais toujours tard. C'est justement ce que vous ne vouliez pas, c'est ce qui vous a fait rentrer Exactement. à la maison. Exactement. Mais là, une activité dans laquelle vous auriez pu avoir tout le temps. C'est ça, pour les parents. Donc c'est comme ça, j'ai commencé avec d'abord l'agriculture de subsistance pour subvenir aux besoins de la famille. Puis après, plusieurs opportunités se présentaient. Donc avec les programmes de l'État, d'appui technique et puis financier, j'ai dit tiens bon, je peux en faire une activité professionnelle. Et j'ai essayé de me déplacer vers Dangpen, où il y avait à la recherche de plus de terre, c'est ça? Donc là aussi, c'est vrai, comme je vais à Dangpen, je peux faire 2 semaines, mais je rentre à la maison, passer aussi 2 semaines aux côtés des parents, qui n'étaient pas vraiment seuls, parce qu'il y avait une dame que nous avons engagée, qui en prend soin. Les revenus n'étaient plus micro. C'est ça, oui. Donc c'est comme ça, je suis allée. J'ai trouvé une famille. C'est lors d'un forum, j'ai rencontré un ami, je lui ai posé des questions. Et dès que je suis arrivée à Dangpen, c'est lui qui m'a introduite dans une famille où très rapidement je me suis adaptée. Et on est devenu une famille. Et donc, même quand je leur ai demandé bon, à combien l'hectare, ils disent non, que je n'ai qu'à travailler, c'est d'aider leur vieux en lui donnant des vivres. Donc, c'est comme ça, on s'est entendu. Il y avait un petit enfant qui est né aussi à mon arrivée. Je lui ai donné le nom Emmanuel. Et ce garçon, il a grandi. J'ai dit, OK, il faudrait qu'il aille à l'école. Il faut qu'on l'aide. Donc, c'est comme ça, on est devenu une famille. Je vais là-bas. Parfois, je dors au village. Il y a des moments où je suis en ville. Je dors dans leur auberge là-bas. Parce que là, c'est difficile de trouver des chambres avec les toilettes comme ça. Comme je suis une femme, ce n'est pas facile de louer et rester comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Donc j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis, après, j'ai eu aussi une opportunité de gagner un tracteur pour mes activités parce que j'ai exploité une superficie de 60 hectares. 60 hectares? Oui, Vous aviez combien d'ouvriers, combien de collaborateurs? Bon, ce n'étaient pas des gens que j'ai engagés permanemment. Mais c'est des temporaires. Voilà. Quel qu'en soit le cas, c'est des revenus que vous créez, vous donnez aux gens. Exactement. Les villageois, ils étaient là. Donc, il y a un groupe de femmes, il y a un groupe de jeunes. Donc, chacun a ses activités. Donc, par exemple, pour le semis, il y a les femmes qui sont là pour m'aider. Et pour le vannage, elles sont là. Maintenant, les jeunes, pour herbicider,
et entretenir le champ. Donc, ils étaient deux groupes, groupe de femmes et groupe de bien organisés. jeunes, oui, bien sûr. Cette organisation qui n'existait peut-être pas dans le milieu avant vous. Oui, oui. Et donc, c'est partant de moi, donc, le ministère a découvert la zone. Il y avait plusieurs hectares. Ils ont donc apporté une ZAP et la installé ZAP, c'est la zone agricole planifiée, oui. Donc, pour aider les paysans là, on les a installés. Et donc, il y a eu des souchements et puis on leur a apporté des appuis en intrants agricoles. Donc, ils ont démarré les activités. Ils avaient beaucoup d'engins là. On les a organisés sérieusement avec construction des magasins de stockage et consorts. Donc, c'était très beau. Et lorsque vous arrivez dans la zone, vous leur demandez, la dame qui produit du riz, très rapidement, ils savent qu'il s'agissait de moi. Il a fallu que Aurore apporte une belle Aurore dans la zone pour qu'elle puisse être, je dirais, désenclavée. C'est ça. Sur le plan de l'exploitation agricole qu'on aurait pu faire de la zone. C'est ça. Gros impact quand même. Oui, oui. Gros impact. Ok, dans ma préfecture également, j'essayais de produire un peu puisqu'il n'y a pas assez de terre. Là aussi, je travaillais avec les jeunes, je les organisais parce qu'ils se plaignent dans les activités politiques et autres, ils ne sont pas considérés. Alors je leur ai dit qu'on ne peut pas vous considérer individuellement. Vous devez être une structure, vous devez constituer une association et comme cela, les autorités savent que vous êtes là, ils solliciteront votre concours pour tout ce qu'il y a, que ce soit au niveau politique et autres. Donc, ils étaient contents. J'allais de village en village. Et puis, j'ai été marquée positivement dans un village. Il y avait des jeunes. Généralement, dans ces cadres-là, ils pensent que tu as un intérêt. Et quand tu viens, c'est à toi de leur offrir à boire ou leur offrir de l'argent ou quelque chose comme ça. Ils ont pris ça l'habitude. Mais après, j'ai eu coup de fil. C'est les jeunes d'un autre village qui m'appelaient. Ils se sont organisés. Venez nous visiter aussi. Exactement. Ils me demandent, mais après les affaires politiques, est-ce que je reviendrai? J'ai dit, mais je suis avec vous toujours. Dès que vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Et c'est comme ça ils ont fait. Ils ont acheté un pot de tchoukoutou là, regardez. Pour vous accueillir. Vraiment. J'ai été vraiment agréablement surprise. Ça, la prochaine fois, vous n'oublierez pas. Hein. Là, moi, je me suis dit, ce que je fais, vraiment, ce n'est pas négatif. Hein. Donc, il faut que je persévère. Je l'ai fait avec les femmes aussi. Je les ai regroupées. Comme je travaillais dans une microfinance, elles avaient besoin d'aide. Elles aussi m'aidaient. Quand il s'agissait de battre le riz, de vanner, de le mettre dans le sac conditionné, elles sont là pour moi. Donc, il fallait que moi aussi, je fasse quelque chose pour les aider. Je suis retournée dans cette microfinance, mais ils m'ont dit qu'ils avaient trop de demandes. Je suis allée au niveau d'Agaïb Kara. J'ai trouvé une dame là-bas qui, effectivement, m'a aidée. Elle avait une institution de microfinance. Et elle m'a dit, bon, les femmes pour lesquelles je demande, elles ne sont pas nombreuses. Et il y avait une association aussi de femmes là. Et je leur ai demandé si elles en avaient besoin. Il faut qu'elles expriment le besoin. Et elles l'ont fait. Pour avoir des prêts, oui, l'accompagnement financier. C'est ça. Donc, j'ai gagné un grand nombre comme ça. Je suis allée voir la dame. Elle est venue et finalement, elle a installé une microfinance dans la localité pour aider les femmes. Super. Et j'ai pris sur moi la responsabilité de suivre pour qu'elles puissent rembourser. Un bon gestionnaire. Donc, je tenais leur cahier. J'allais de groupement en groupement. Celle que je peux réunir, justement, je le faisais. Et effectivement, elles remboursaient très bien leur crédit. J'allais très loin, même dans les montagnes. On me sollicitait pour aider les femmes. Je le faisais comme ça individuellement. Donc, comme je le disais, au fur et à mesure, on découvre. Lorsque j'ai eu une formation sur le leadership
je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de le vivre. À fond, oui, sans vous décider, sans vous dire. Sans réaliser que c'est ce que j'étais en train de faire. C'est ça. Oui, parce que dans tout ça, ce qui fait la différence entre le leader, c'est que le leader et les autres, c'est cette envie d'aider des gens qui parfois te déçoivent, mais ça casse pas la motivation. Tu continues quand même par avancer. Par moment, tu peux te poser la question, mais pourquoi je le fais? C'est comme une mission. Une mission, tu ne peux pas t'en défaire. Il faut que tu aboutisses. Quelque part, je dis, tu es en mission, quoi. C'est cela. Voilà. Vous êtes né pour être au service de l'humanité, pour le faire. Pour avoir quitté la grande ville, pour retourner en milieu rural, avec cet objectif assez noble. C'est ça. Ça ne surprend pas. Toute la suite, tout l'enchaînement, ça ne surprend pas. Et donc aujourd'hui, vous faites quel tonnage de riz? Je ne sais pas, c'est comme ça que vous dites? Oui, oui, bien sûr. Souvent au-delà de 100 tonnes. 100 tonnes de riz. Oui, je livrais une partie à Aesop, à Seco au moment où c'était plus que... Donc il y a aussi des femmes qui viennent prendre le riz pour étuver et décortiquer pour vendre. Ces femmes aussi, c'est des femmes qu'il faut vraiment aider. Et puis, avec l'idée aussi de mettre en place des productrices, parce que les femmes, elles sont vraiment dans l'agriculture, mais elles ne sont pas visibles, en ce sens qu'elles ne sont pas bien structurées. Et c'est rare aussi de voir des femmes créer entreprises agricoles. Vous, peut-être vous avez la chance d'avoir fait des études, avoir eu les armes, comptabilité, gestion, d'avoir ces prérequis. C'est sans doute ce qui vous a orienté. Sinon, vous auriez pu faire aussi une entreprise, une exploitation traditionnelle, rudimentaire. Exactement. C'est pourquoi la femme, elle doit aller à l'école, comme on le dit. Il faut qu'elle s'instruise, ça sert toujours. Même pour faire la couture, même pour faire la coiffure, pour tout faire, il faut aller à l'école pour lire la composition chimique des produits qu'il faut utiliser sur la peau, sur les cheveux. C'est important. Oui. C'est forcément important. Oui. Alors, est-ce que... Madame Raïssa Ameko, est-ce que vous pensez que tout le monde a cette petite flamme en elle, toutes les femmes ont cette petite flamme en elles, et qu'il y en a qui le développent plus que d'autres, ou alors il y en a spécialement qui ne peuvent pas ne pas faire ce qu'elles font, qui ne peuvent pas être Aurore, ni Salomé, ni Annick, qui sont nées pour? Bon, Lise, je vais donner une réponse qui va surprendre, parce que ça va sortir de l'ordinaire. Il semble que tout le monde est fait pour être leader. Ah oui. Mais moi, personnellement, à travers ma formation, à travers l'expérience que j'ai eue sur le terrain, à travers tout ce que j'ai vu, je pense qu'il y a une petite nuance. Il y a des personnes qui sont toutes... Quand tu écoutes, ma chère, c'est... Salomé, excuse-moi. Tu vois que naturellement, elle est faite pour l'idée. Quand tu écoutes Aurore, elle est faite pour l'idée. Donc, dame, elle est faite naturellement, elles ont quelque chose en elles. Et les deux, elles ont dit, il y a la même phrase qui est venue. J'étais en train de faire... Et avant de découvrir quand j'ai eu une formation sur le leadership féminin, je réalisais qu'en fait, je suis leader. Donc, c'était naturel. C'était en elle. Il y a cette capacité naturelle à pouvoir être aux commandes, à pouvoir mener, à pouvoir leader, à pouvoir rassembler des gens. À pouvoir changer la vie, transformer, impacter sur la vie des autres. Mais il y a quand même, il faut reconnaître que c'est vrai, il y a la promotion du leadership qui est en train de se faire, qui est bien, et que ça permet à celles qui ont cette capacité en elles de pouvoir prendre conscience. Parce que comme elles l'ont dit, beaucoup parmi nous ne savions pas que nous étions des leaders. Et je pense que ça marche mieux quand c'est comme ça, quand c'est indifférent, quand c'est désintéressé, quand on le fait par conviction, quand on le fait parce qu'on le veut, sans attendre un intérêt derrière, on est plus engagé. Ça, c'est vrai. C'est le côté vocationnel. Mais bon, c'est quand même, c'est toujours bien que dès le bas âge, comme on le voit aujourd'hui avec les programmes de leadership, de promotion de leadership, que ce soit par les institutions, les structures, tout ce qu'il y a comme programme qui font qu'on suscite très tôt des leaders, c'est bien. Mais l'autre côté, il faudra aussi savoir que tout le monde n'est pas fait pour être leader. Il y a des personnes qui sont faites, comme nous rentrons dans la question de, par exemple, de personnalité, d'études de personnalité, nous allons réaliser qu'il y a des personnes qui sont faites pour être au second rang.
Donc, qui peuvent exécuter ce qu'on leur dit. Exactement. Exécuter super bien. Exactement. Mais ils ne peuvent pas prendre le devant. Exactement. Oui. Donc, le risque, en fait, dans la promotion du leadership, c'est de pouvoir, cette difficulté à discerner qui est leader né et qui ne l'est pas. Et de prendre des personnes qui sont faites que pour être pour être leader et d'en faire des leaders. Parce que là, ça n'a pas marché, hein. Ça ne marche pas. Et là, ça crée d'autres problèmes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, il y a des leaders nés, on peut faire des leaders, mais à condition que ces personnes aient en elles la graine de leadership et qu'on les amène à prendre conscience de ça. C'est ça. Donc, c'est ce que je dirais pour nuancer. C'est cela. Alors, Madame Aurore, peut-être un avis sur le sujet? Oui, c'est Madame Annexon. Madame Annick, voilà, c'est Annette. Annexon Patience. Oh, Patience. Qu'est-ce qu'elle a, la fille, ce soir? Oui. Oui, je vais juste donner un apport. Vous savez, je suis trop spirituelle. Hein? Je suis évangéliste aussi. Donc, je tire mes inspirations de la Bible. Je crois que Dieu nous a créés, la femme ou un homme, notre être, nous avons la capacité d'influencer, de diriger. Hein, vous voyez un peu, nous avons le charisme. Tout le monde. Oui, nous avons, parce que Dieu a dit, allez et dominer. When get dominion. Yeah, nous avons la capacité de dominer, d'influencer, de rassembler les gens pour un objectif commun. Bon, maintenant, si tout le monde a la capacité de dominer, qui est dominé finalement? J'arrive. Parce que quand par exemple, c'est quoi? Par exemple, j'ai mes idées parce qu'un leader, d'abord, c'est une visionnaire. Oui. Ouais. Quand toi, tu as ta vision et tu as besoin de gérer des ressources humaines, tu les rassembles autour de toi, tu mets tes idées sur table et il y a des gens qui doivent l'exécuter. Est-ce qu'on se comprend un peu près? Donc, chaque personne a quand même cette partie en elle de faire quelque chose de bien pour aider son prochain. Hein? Et puis, bon, c'est pas que... Bon, c'est vrai que Dieu a dit aller dominer, mais est-il que, bon, chaque personne doit savoir son domaine. Je dois dominer en quoi? Dans quel domaine je dois dominer? Dans quel domaine je dois impacter positivement la vie de mon prochain? Moi, je reconnais mon domaine où je peux impacter. Et là où moi, je m'arrête, bon, l'exécutant commence. Bon, c'est votre avis. Et Moneko, Aurore, tout le monde peut l'idée ou alors on est... Je vais m'inscrire dans la vision de Raïssa plutôt. Oui. Je pense que tout le monde ne peut pas... C'est vrai, il y a la promotion du leadership et nous sommes tous d'accord. Oui, mais en même temps, si tout le monde est leader, qui sera la masse, qui sera... Oui, en fait, c'est ce que je dis, en fait. Il faut quand même qu'on s'entende, qu'on sache. Vraiment, je m'inscris dans la nuance qu'elle a apportée. Tout le monde ne peut pas être véritablement leader parce qu'il y a des personnalités qui correspondent à ce titre de leader. Il y a des types de personnalités qui... j'ai envie de dire, qui se match mieux, le leadership, féminin ou masculin. Donc, je ne dirais pas que tout le monde peut l'idée. Par contre, il y a des leaders à petite échelle et il y a des leaders à grande échelle. C'est-à-dire qu'une femme peut être leader dans son foyer. Toute femme devrait être une leader dans son foyer pour ses enfants, pour les gens proches. J'ai un sociologue sur le plateau, quand on a fait l'émission sur le sujet, qui a expliqué que normalement, le leadership de la femme commence dans son foyer, qu'il faut qu'elle impacte, il faut qu'elle, à ce niveau micro-là, il faut qu'elle puisse impacter. Bon, en même temps, le leadership de l'homme aussi doit commencer au foyer. Oui, non, que ce soit une femme, que ce soit un homme, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce soit un homme, que ce soit une femme, on peut avoir un leadership à petite échelle, c'est-à-dire dans sa famille, dans son quartier. Mais il y a des personnes qui ont un leadership beaucoup plus visible, qui sont dont le leadership couvre toute une ville, tout un pays, tout un continent, quoi. Et c'est des leaderships à diverses échelles qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, les mêmes tenants et aboutissants, en fait. C'est là où je fais la nuance personnellement. C'est clair. Alors, à chacun de connaître sa personnalité, de savoir en quoi je me cultive, en quoi je me renforce mieux.
voilà, pour impacter, parce qu'il ne faut pas qu'exister. Il faut vivre. Ouais. Il faut qu'après le passage, que l'on se dise forcément, quand on va reconnaître les camarades d'Aurore, on va la reconnaître, on dit ça, c'est Aurore, c'est ma camarade de classe. On a vite fait de se réclamer que je la connais, c'est ma camarade. C'est cela. Alors, je reviens à vous. Quand vous quittiez votre milieu, dans lequel vous étiez déjà assez implantée, assez connue, assez impactante pour des aléas de la vie et que vous vous projetiez ailleurs, des appréhensions, vous vous disiez peut-être, est-ce que ce travail que je fais ici, est-ce que je pourrais le faire là-bas? Parce que vous ne maîtrisez pas forcément les conditions dans lesquelles vous vous rendez, etc., etc. J'imagine que c'était quand même beaucoup de flou, de troubles dans votre tête. Oui, un vrai cauchemar. C'était un vrai cauchemar. Parce que quand je suis rentrée ici, d'abord j'ai commencé par chercher dans les organismes internationaux. Donc j'étais allée au CICR demander un boulot. Parce que vous étiez déjà professionnelle à l'époque. Oui. Donc, au CIC, demander un boulot. Bon, après, moi, ils ont fait des enquêtes. Ils ont appelé notre coordonnatrice de la Sénat. Elle a dit oui, bientôt, ces papiers seront prêts. Vous pouvez l'aider. Après, ils m'ont dit, parce que j'étais aussi, disons, entre-temps à Bangui, opératrice à radio du CIC. Donc, ils disaient, bon, s'il vous plaît, madame, ici, on ne peut rien pour vous parce qu'il n'y a pas de conflit ici comme à Bangui. J'ai dit, OK, bon, je me suis rendue au ministère de l'Action sociale, sûrement ils me suivent. Donc, moi, j'ai cette facilité d'intégrer facilement les milieux. Je sympathise tout de suite. C'est pas tout le monde qui aurait... voilà, ce déclic de se dire il faut que j'aille chercher, j'aille par-ci, par-là. C'est aussi ça la chose. Oui, je suis allée, le DG m'a bien reçu jusqu'à aujourd'hui, il est resté, il demeure mon papa. Donc, il m'a dit, d'abord, il y a un problème ici. Bon, la main-d'œuvre appartient, c'est-à-dire la main-d'œuvre est pour les autochtones. Donc, officiellement, je ne peux même pas être une conseillère juridique, comme je l'étais à l'époque dans mon ONG, Moutarafia, ou chargée de mission, ce n'était pas possible. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Alors, comme je sais que, j'insiste toujours sur ça, il faut être multisystème. Parce que si tu n'as qu'un seul système, tu es foutu. J'ai cherché du boulot, je n'ai pas trouvé du boulot. Alors maintenant, il faut créer. C'est ça. Et comme je suis d'abord dans le domaine spirituel, j'ai commencé par évangéliser les gens, machin, et le Seigneur m'utilise beaucoup. Donc les gens venaient, les miracles se passaient et tout. Après, le Seigneur me dit, non, tu ne connais pas ce peuple, ils te prennent pour un idole. Donc maintenant, rassemble-moi les gens et tu les prêches, ma parole, tu sauves les âmes, tu les gardes. En Christ Jésus, j'ai dit OK. Donc, c'était un 27 avril 2017 que j'ai... La date n'est pas anodine au Togo. Oui, je sais pourquoi. Et que j'ai créé les destinées du royaume. Même si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir les destinées du royaume. Mon nom du Facebook, c'est Lion Judah. Donc, et j'ai commencé comme ça, avec eux. Ils m'ont pris chaque dimanche soir, c'est mon vice-président qui est là, ma secrétaire est là. Donc, chaque dimanche soir, le lundi soir, ainsi de suite. Au fait, j'ai juste créé comme ça, parce que dans l'ONG, j'ai des groupements de divers métiers. Nous avons beaucoup d'objectifs. La création des écoles, des églises. D'abord, moi, la priorité, c'est d'aider les gens, défendre les opprimés, les faibles, les aider et tout, les veuves, les orphelins, m'occuper d'eux, sauver les âmes et les garder en Christ Jésus. La violence faite aux femmes, les enfants violés, tout ça. Comme quoi, il y a tellement de défis autour de nous qu'on ne peut pas ne pas trouver à se positionner. C'est vrai que ce que je fais, d'abord, je n'ai pas mon idée que donc obligatoirement, ça doit me rapporter un truc financièrement. Ça me plaît toujours d'être au service de l'humanité, d'aider mon frère, d'aider mon prochain, de les aimer. Je le fais par amour.
Et le leader doit être exemplaire. Donc, j'aime bien être exemplaire pour pouvoir impacter. Et parce que tu ne vas pas seulement dire, bon, ma soeur, la vie que tu mènes n'est pas bien machin, mais il faut chercher d'abord à être exemplaire, à faire comprendre à la personne, même à partir de 0 francs. Moi, j'ai commencé, je n'ai pas un franc. Quand j'avais commencé, non, il n'y avait pas un franc. Mais c'est juste les idées, qui sont très chères. Oui, oui. C'est un gros investissement. Sur le plan national, nous ne sommes pas beaucoup, mais sur le plan international, parce que je fais beaucoup d'enseignements par écrit, audio, en ligne, un peu partout. Ça fait que je peux vous dire que j'ai beaucoup d'enfants, beaucoup de conseillers, beaucoup de membres sur le plan international. Et ça me plaît comme ça d'être occupé. Il ne faut pas tout se dire que non, tu t'investis dans un truc, que c'est ça. Il n'y a que ça que tu cherches. Oui, tu ne trouves pas, il n'y a pas de solution, non. Il faut, voilà. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on appelle la résilience. Oui. S'adapter. Oui, comme je l'ai dit en introduction, prendre la forme de l'eau. Quand on vous met dans un contenant ovale, on est ovale. Quand on est dans un contenant droit, c'est-à-dire s'adapter. Quand tu ne vis pas vocalement, tu vas mourir localement. Donc moi, j'aime pas ça. Ouais, c'est vrai, hein. Quand tu ne vis pas vocalement, tu vas mourir localement. Moi, j'aime pas du tout ça. C'est cela. Alors, Aurore, vous autres, association, être avec des jeunes, aujourd'hui, vous pouvez être fiers quand même d'avoir permettre à des jeunes Rwandais, de jeunes Rwandaises, de comprendre un peu la langue, d'avoir des bribes, de savoir... d'en savoir de la culture de chez vous, c'est exaltant. Et au-delà, quelle autre réussite, alors quel autre impact de vous dont vous êtes fiers et que vous partagez avec nous? Oui, donc à part celui d'avoir quand même aidé une certaine génération, les plus jeunes que moi, à acquérir les fondamentaux de la culture rwandaise ici en exil, la langue, la danse et un certain nombre d'éléments culturels. J'ai aussi œuvré dans un domaine que je dirais plutôt du volontariat au niveau de mon assemblée religieuse. Et là, je suis monitrice des enfants. Donc là, pendant des années, j'ai aidé à l'instruction dans les voies de Dieu des enfants, etc. Et aujourd'hui, ceux avec qui j'ai commencé ce travail sont grands. Il y en a beaucoup qui sont adolescents. Et ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir les voir grandir dans les valeurs qu'on leur a grandir dans le droit chemin, parce que c'est pas évident. Dans les valeurs qu'on leur a inculquées, dans la crainte de Dieu et dans beaucoup d'autres leçons. Dans la discipline de la vie, une belle discipline dans la vie. Dans la discipline de la vie, dans le goût de l'effort, dans le goût de faire la différence, dans l'excellence, dans les études, etc., etc. Et il y en a beaucoup de parents qui font des retours, qui donnent des nouvelles de comment les enfants se portent, de comment ils grandissent, même ceux qui ne sont plus là avec nous. Il y a des parents qui, quand même, tiennent à nous faire des retours de ce que les graines que nous avons semées dans la vie de leurs enfants ont produit véritablement des fruits. Et je donne une anecdote. Oui. Il y a quelques années, il y a un papa qui a été tellement touché par ce que nous faisions tous ensemble, et particulièrement moi parce que je faisais un suivi personnalisé, donc au-delà de la relation avec les enfants et tout, dans le cadre général, on est devenus plus ou moins amis. Et quand son second enfant devait naître, c'était une fille, il a dit qu'il lui donnerait mon prénom. J'en étais toute émue. Jusque-là, en fait... C'est bien mérité quand même. Non, j'en étais vraiment émue. Je me disais, je ne m'attendais pas à ça. C'était beaucoup trop d'honneur. Un fort témoignage quand même de la reconnaissance de cette personne, de ce papa, sur l'impact de vous sur son précédent enfant. Oui, exactement ça, oui. Il reconnaît. Il aurait voulu que sa fille qui naît soit comme Aurore. Oui. Voilà.
Bon, vous êtes là pour l'accompagner aussi, donc oui, il n'y a pas de grande crainte. C'est ma jeune Il n'y a pas de grande crainte. Hein. Son frère est bien, et puis il y a Aurore, la grande sœur qui est là, et puis il n'y a pas de grande crainte. Mais super, super. Mais des difficultés, vous en avez toujours. Tout le monde en a. Nous-mêmes, on en a. Tout le monde en a. Et vous savez les surmonter. Vous savez les surmonter. Mais sinon, lesquels vous partagerez avec nous pour qu'ensemble, on voit comment on les surmonte. Les difficultés, elle a partagé tout à l'heure la différence qu'elle a eue en venant ici parce que voilà, elle avait une vie avant dans son pays d'origine et une vie après dans son pays d'accueil qui est le Togo. Moi, je n'ai pas interréférentiel parce que je suis venue il y a très longtemps. J'étais encore très, très jeune. J'ai fait presque tout mon cursus ici, donc je n'ai pas de référentiel de souvenirs, de vie antérieure, de véritable vie antérieure à la vie au Togo. Donc, presque toute ma vie a été faite ici et néanmoins, il y a eu quelques difficultés parce que j'ai grandi dans deux milieux culturels assez différents. Parce que, enfin, je viens de l'Afrique de l'Est. Et vous voici en Afrique de l'Ouest. Voilà, en Afrique de l'Ouest. Vous apprenez à manger à Koumé et puis foufou. Exactement. Et il y a certaines différences culturelles, mais enfin, ça ne m'a pas beaucoup lésé, ça ne m'a pas du tout lésé parce que j'ai su tirer le meilleur des deux influences culturelles. Et pour moi, je l'ai vécu plutôt comme un enrichissement. Un enrichissement. Et ça m'a permis d'avoir du recul du point de vue vis-à-vis de l'une et de l'autre culture. C'est une chance quand même. Hein. C'est une grande. On ne connaît pas la culture. C'est une grande chance de pouvoir appartenir concomitamment à deux cultures différentes et de pouvoir les mettre en miroir, de pouvoir choisir ici et là les meilleurs aspects, le meilleur de chaque culture. Alors, je vais vous garder pour peut-être, ce sera le mot de fin, avant d'aller à la remise des trophées. Vous nous direz, c'est quoi, quelles sont ces armes que vous avez, que vous pouvez partager avec les autres femmes, avec les autres jeunes dames qui nous suivent actuellement? Il y en a beaucoup, mais fondamentalement, je dirais être soi. C'est l'arme, je dirais, ultime. Ultime, être soi. Je ne veux pas dire ne pas faire des concessions, ne pas être conciliante, parce qu'il y a des concessions à faire. On ne peut pas être rigide dans un moule dans lequel on a été formé. Mais quand je dis être soi, c'est garder fondamentalement ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire notre nature profonde. C'est-à-dire si je me définis comme une jeune femme qui a telle valeur, principe, je dois tenir ces valeurs. À ça. Ou alors si j'ai des ambitions, je dois voir le meilleur chemin pour y arriver, définir les principes et m'en tenir à ça. Parce qu'à force de ne pas être soi, à force de ne pas de céder à toutes les influences qu'on a de part et d'autre, de partout en fait, parce que les influences, ça ne manque pas. Ça vient de partout. Ça vient de partout. À force de les avoir sur soi et de marcher comme ballotté par le vent, on finit par se perdre soi-même en fait. On finit par se perdre. Donc, la grande âme que je dirais, c'est vraiment, ça met de courage, faire la différence quand il le faut, dire non quand il le faut. Et parce que oui, on a le droit de dire non. S'affirmer vraiment, dire ce qu'on pense quand il le faut. Faire des concessions, c'est naturel. Oui. C'est clair. Aurore Mboneko, réfugiée rwandaise au Togo, togolaise finalement, parce qu'elle est là depuis si longtemps. Je ne sais plus pourquoi on va l'appeler réfugiée rwandaise au Togo. C'est une compatriote africaine ici au Togo, c'est cela. Et puis elle est étudiante en sciences de l'éducation à l'université de Lomé. Merci d'avoir partagé toute cette expérience avec nous. Beaucoup. J'en suis admirative. Madame Patience Annexon, vous nous venez de la Centrafrique. On vous accueille ici au Togo. Vous êtes juriste de formation. Quelle arme est-ce que vous pouvez partager, mais très brièvement, avec nos téléspectateurs et tristes ce soir? Moi, mon arme, je peux dire reconnaître ton identité et reconnaître d'abord ton être et ton identité pour pouvoir l'exercer, pour impacter.
ton milieu. C'est ça. Donc, moi d'abord, je prie beaucoup, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas facilement et je ne crois pas aux échecs. Je ne dis pas que j'ai échoué. Non, je n'ai pas bien compris ou j'ai rencontré des difficultés et je vais apprendre de ça pour pouvoir aller de l'avant. C'est cela. Merci beaucoup. Salomé Abolodo, entrepreneur agricole à Pagoda. Très belle histoire également. Quelle arme est-ce que vous partagerez avec nous, puisqu'on sait que vous les partagez déjà avec toutes ces populations de l'intérieur avec qui vous travaillez. Mais là, il faut le dire à tout le monde, on veut savoir. Oui, tout comme les autres, je pense que c'est le courage d'abord. Il faut savoir définir d'abord ses objectifs et pouvoir les défendre. Pouvoir les défendre. Je pense que si effectivement on se laisse influencer, on ne pourra plus justement atteindre ses objectifs. Si c'est déjà défini et je sais que voilà ce que je compte faire, qu'aucune menace externe ne m'amène à désarmer. Donc il faut du courage, de la rigueur et puis, comme ma soeur le dit, tout le monde a une croyance. Il faut prier pour demeurer soi-même, parce qu'il y a beaucoup de tentations. Et surtout quand on est une femme, dans un monde rural surtout, c'est difficile. C'est difficile d'amener la femme ou l'homme à comprendre que la femme peut prendre le devant. Et il faut affronter d'abord préalablement cette question et les convaincre pour être acceptés et pouvoir effectivement jouer ton rôle. Tout ça, vous a pris combien d'années aujourd'hui? Vous avez commencé depuis quand pour pouvoir avoir cette assise et cette expérience-là? Ça a pris combien de temps? Dites-moi, si je veux me lancer, quoi, c'est pour savoir, hein, vous savez. Oui, au niveau agricole, j'ai commencé en 2008. J'étais encore jeune aussi. Et 13 ans. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Et vraiment pas hier. Donc, quelques années, j'ai pratiqué l'agriculture de subsistance, comme je le disais, et puis après, j'ai créé une entreprise. Et puis, je ne suis pas seulement dans l'agriculture sociale, dans le cadre politique aussi, je me défends. Parce que j'ai été donc cooptée par mon parti politique pour beaucoup d'autres activités politiques que, bon, les partis politiques savent jouer sur les gens qui ratissent les foules, qui savent converger les gens. C'est aussi ça, c'est l'avantage de la chose. Merci. Oui, donc, allez, voilà, merci beaucoup pour votre expérience. C'est moi qui vous remercie. Raïssa, oui, Lise. Quelle arme est-ce que vous partagez avec nous? Mon arme, c'est la vision. La vision. Oui. C'est-à-dire? Avoir une vision de vie. Avoir un objectif, avoir un focus et être persévérant, être constante. Dans sa vision. Moi, dès l'âge de 14 ans, je savais ce que je voulais faire de ma vie. C'est ça. Et je suis restée sur ce rêve et je l'ai poursuivi sur des années. Je suis restée constante malgré les difficultés, malgré les situations qui parfois semblaient des obstacles. Vous saviez où vous alliez. Où je vais et je suis demeurée sur mon chemin, peu importe. Donc voilà, c'est être focus, avoir une vision, se définir une vision et pouvoir tenir à ça, quoi qu'il advienne. Super. Voilà. Ben, merci toutes. Merci à vous toutes vraiment d'être passées. Je vais vous solliciter, je vais vous inviter à m'accompagner là pour inviter les femmes une à une à prendre des trophées. On a distingué des femmes à qui on va remettre des trophées. Il y en a qui parmi vous vont recevoir des trophées qui vont leur être donnés par nous-mêmes. Donc venez quand même m'accompagner, cher panel, pour cette remise de trophées. On va commencer par appeler... vous pourrez peut-être vous mettre de ce côté, cher panel. Alors, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies par là, c'est le Bureau Togo du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a choisi aujourd'hui de célébrer la femme et de récompenser des visages qui font un gros travail. On va inviter tout de suite Madame Sita Konaté. Elle est réfugiée ivoirienne au Togo. Elle est présidente des femmes réfugiées au camp d'Avepozo depuis 2018. Avec la pandémie du Covid-19, venez madame,
Une cellule de crise a été créée à Vepozo afin de sensibiliser les populations, mais aussi la population riveraine. Elle est responsable du département communication de cette cellule de crise qui a bâti un gros travail là-bas dans le cadre de la résilience de la riposte au Covid-19. Madame Sita Konaté, merci d'être là. Je vais remettre votre trophée à Madame Annexon qui va vous le donner. C'est ça, je crois. Oui, attendez. Il ne faut même pas que je me plante. Hein. Super, c'est celui-là. Trophée donc à Madame Sita Konaté d'être en face des caméras. Super, merci. Félicitations à vous. Merci bien. Derrière Madame Konaté, on va appeler Madame Priska Talbousma. On reste toujours dans le domaine de l'action contre la maladie à coronavirus. Elle est togolaise, elle est médecin généraliste. Elle est responsable du CMS Amouti-V, vous la reconnaîtrez forcément. Elle est médecin-chef de la commune du Golfe 4, coordinatrice zone Golfe 4 donc de la gestion Covid-19. Depuis l'apparition de la pandémie, elle a fait partie des équipes d'intervention rapide qui ont été déployées sur le terrain et faire des investigations également. Elle couvre tout le Golfe 4. Golfe 4, c'est Amouti-V, toute cette zone-là en matière de vaccination actuellement contre le Covid-19. Je sais que ce n'est pas très évident, très facile. Félicitations pour le travail que vous faites. Effectivement, vous méritez ce trophée. À vous décerné par... on va remettre à Madame et puis après, super. Madame Talbousma, Priska, merci. Vous avez toute la reconnaissance des femmes pour le travail que vous faites. Félicitations, je vous en prie. Derrière vous, donc c'est le prix de la femme engagée contre la riposte au Covid-19 qui a été mérité par ces deux dames. Le prix de la femme ayant réussi une activité génératrice de revenus va d'abord à Peggy Cynthia Bamba. Elle nous vient de la Centrafrique, esthéticienne de formation. Je pense que je vais remettre... Non, je ne vais pas lui remettre votre prix. Bah oui, c'est pas vous qui lui donnerez le prix. Allez, je vais parler un peu de Cynthia. Elle est esthéticienne de formation. Elle dirige son atelier d'esthétique et de maquillage professionnel, pédicure, manicure, massage, compagnie, soin de visage, soin du corps. Elle est bien intégrée au Togo. Merci d'être chez vous, ici au Togo. Et merci d'avoir pu être aussi résilient, d'avoir mené une activité génératrice de revenus qui porte malgré donc, les contingences du moment. Le prix à vous décerné par le HCR Togo. Merci. Et l'autre qui va prendre un prix, bien évidemment, en matière de réussite, d'activité génératrice de revenus, c'est, vous vous en doutez bien, Madame, prenez, je vais vous dire à qui vous allez remettre le prix. Vous remettez ce prix à votre voisine de droite. Madame Salomé Abalodo, elle est togolaise, elle nous a raconté toute son histoire, donc 13 ans d'activité agricole, de subsistance. Voilà, vous méritez grandement ce prix-là, décerné par le HCR Togo. Félicitations. Bon, si c'est trop lourd après, moi je pourrais vous aider à prendre, hein, vous savez. Allez, on va continuer à récompenser les gens. On va appeler pour le prix de la femme active dans les sensibilisations SGBF, Anna Kpedji. Elle est promotrice et coordinatrice d'une ONG, Action pour le développement de la femme, la promotion de la femme. Elle œuvre pour la réduction des disparités, des discriminations et a également initié plein de projets qui ont porté, entre autres, sur la lutte contre les VGB, l'importance de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. Un gros travail que vous avez fait et qui vous mérite ce soir de... Je vais par là. Je prends le prix et je le donne à Aurore, qui va se charger de vous le remettre. Vous avez les mains déjà chargées, vous autres. Donc voilà. Okay, merci à Madame Anna Kpedji pour son prix. C'est bon, d'accord. Félicitations, Madame. Le deuxième prix de la femme active dans les sensibilisations SGBF, c'est pas trop ça, ça veut dire quoi? Dites-moi. Ah oui, c'est vrai. C'est lutte contre les violences basées sur le genre. Je me suis plantée encore aujourd'hui. Merci bien, félicitations. Le prix encore qui va, Raïssa. On va inviter Madame Anna Mornandji. Elle nous vient de la Centrafrique. Membre du comité de SGBV de la ville. Elle mène des activités d'écoute et de sensibilisation auprès des populations concernées par ces violences basées sur le genre ici au Togo. Merci et félicitations pour votre engagement. Le prix de la femme impliquée, de la jeune femme impliquée dans le développement de sa communauté, Diane Oumourié. Elle nous vient du Rwanda.
2 prix également dans cette catégorie. Elle est engagée dans la promotion de la culture et de la communauté réfugiée rwandaise. Merci d'être là, merci de rappeler aux jeunes Rwandais comment ils dansent. Je vais venir prendre des cours également, on ne sait jamais. Il faut s'enrichir. Félicitations et merci à vous. Et l'autre jeune femme impliquée dans le développement de la communauté qui sera distinguée ce soir par le HCR, c'est une créatrice d'association. Elle a pour vision de susciter une génération de jeunes filles leaders avec une vie construite autour de leurs rêves. Elle a dit quelque part que j'ai entendu que son arme qu'elle partage avec les filles, c'est la vision. Vous avez compris que c'est Raissa Ameko qui sera distinguée ce soir également. Je vous rapporte son prix. Et madame, vous lui remettrez donc le prix à Raissa Ameko, qui pilote ce qu'elle appelle l'école de la vision. Elle a partagé son expérience avec nous au plateau. Ben, merci, chère femme. Très fière de vous avoir rencontrée. Très fière d'être femme comme vous, impactante, inspirante. On espère que vos expériences inspireront plus d'une et que très prochainement, on se retrouve encore autour d'autres prix encore et que votre engagement serve de plus en plus la cause de la femme, que vous soyez des exemples pour la jeune fille. Merci vraiment. Merci, je vous en prie d'avoir fait l'émission. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission en direct dans les studios de la TVT. Mais sinon, mardi vers 9h30, vous suivrez cette émission en rediffusion. Alors vous pourrez la suivre par le lien sur la chaîne YouTube de la télévision togolaise. Dès demain, le lien sera déjà en marche. On va vous souhaiter une très belle soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Et le salon de la discussion de la femme, le salon de discussion de la femme de ce soir a été sollicité, cette thématique, par le HCR, comme vous voyez, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui a donc tenu à célébrer le 8 mars de cette fort belle manière. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Oui.